Accueil chaleureux pour le président Alassane Ouattara au Gabon depuis hier. Il est à Libreville pour le New York Forum Africa qui a pour thème le chemin à suivre par l'Afrique pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire a désormais un représentant résident à l'UNESCO. Il affiche la volonté de son institution à accompagner le pays dans les domaines de l'éducation et de la culture. Et puis aujourd'hui, journée de l'enfant africain, occasion de faire la promotion des droits des enfants autour du thème « Ensemble contre les pratiques sociales et culturelles néfastes sur l'enfant ». Et pour coller à l'actualité, Dimanche Magazine reçoit pour vous le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouleto. Bienvenue dans cette édition et bonne fête des pères à tous. L'actualité oblige. Commençons cette édition par les temps forts du match Côte d'Ivoire-Tanzanie. La victoire de la Côte d'Ivoire sur la Tanzanie. La Côte d'Ivoire a mené la Tanzanie par 4 buts à 2. Regardons le dernier but. C'est une véritable offrande au cœur de la défense tanzanienne. 4 buts à 2 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants tiennent leur affaire définitivement à la dernière minute pour le 4-2. Tranquillement, tranquillement. Yao Passi qui brûle la politesse à son garde du corps et qui envoie ce ballon. Plein axe, il est tout heureux et il le dit, c'est l'intelligence du jeu. Éliminatoire Coupe du Monde 2014, groupe C, la Côte d'Ivoire a mené la Tanzanie 4 buts à 2. Le président Alassane Ouattara est depuis hier à Libreville. Il a été accueilli à l'aéroport à sa descente d'avion par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba et les autorités politiques et administratives. La communauté ivoirienne du Gabon s'est fortement mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Le président ivoirien est à Libreville pour prendre part au New York Forum Africa qui a pour thème le chemin à suivre par l'Afrique pour l'Afrique. Levant le voile sur les raisons de sa visite en terre gabonaise, le chef de l'État a indiqué que sa présence à Libreville est une opportunité d'échanger avec le président Ali Bongo sur les grands sujets qui intéressent le continent africain. Je vous propose la déclaration du président à son arrivée hier à l'aéroport au Gabon. Je suis tellement heureux d'être là et c'est une opportunité d'échanger avec le président Ali Bongo. Et nous nous voyons souvent, nous nous téléphonons souvent. Nous nous concertons sur les grands sujets. Et là, je viens particulièrement pour le forum New York Africa. Et nous parlerons bien sûr de l'Afrique, des possibilités de développement, de la jeunesse africaine. Et j'ai également le grand honneur d'avoir été choisi pour parrainer la 12e promotion de l'école d'état-major. Et donc c'est une grande joie d'être là. Voilà le président Alassane Ouattara au micro de Awa Touré depuis le Gabon. La Côte d'Ivoire a désormais un représentant résident à l'UNESCO. Ido Yao, chef de bureau à l'UNESCO, a échangé avec le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le fonctionnaire onusien a dit la volonté de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'éducation et de la culture. Lassina Ouattara. La désignation de Ido Yao comme chef de bureau et représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire fait suite à la signature de l'accord de siège entre l'organisation onusienne et l'État ivoirien en avril dernier. Accompagné de Denis Oufouette-Boigny, ambassadeur délégué permanent de Côte d'Ivoire à l'UNESCO, Ido Yao a dit la volonté de la directrice générale, Irina Bokova, à continuer d'appuyer le pays. L'UNESCO est là, nous venons donc travailler dans le cadre du système des Nations Unies, de concert avec les autres agences pour apporter l'appui attendu en ce qui concerne les domaines de compétences de l'organisation, à savoir l'éducation, la science, la culture et la communication. Donc cet appui à la Côte d'Ivoire dans sa reconstruction, dans la reconstruction que le pays a amorcée. Et surtout, nous voulons prendre pleinement notre part dans l'ambition du pays à devenir un pays émergent à l'horizon 2020.
L'ouverture du bureau national et la désignation d'un chef constituent une opportunité, selon les autorités ivoiriennes, d'approfondir les actions de l'UNESCO et un suivi étroit des projets de coopération. Yao Ido, le nouveau représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, a également été reçu par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus. L'ambassadeur de l'UNESCO est venu traduire le soutien de cette institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de développement. Du 2 au 7 juillet prochain, le président Alassane Ouattara sera en visite d'État dans le district des Savanes. Comment les populations se préparent-elles à accueillir le chef de l'État? La réponse avec Léon Bro. À 15 jours de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire, la région du Thiologo prête à accueillir son fils. Cette assurance se dégage du bilan des préparatifs de cette visite d'État présentée au cadre du Thiologo. Le corps préfectoral se réjouit du bon état d'avancement des travaux de réhabilitation ou de création d'infrastructures pour répondre en partie aux attentes des populations des 3 départements, Perkessédougou, Kong et Ouangolodougou. Le problème crucial au niveau de Ouangolodougou a toujours été le problème d'adduction d'eau en eau potable. À ce sujet, déjà, je pense qu'un travail a été fait. Le bitumage de 7 à 8 km, les travaux de réhabilitation du réseau d'eau, du réseau d'électricité, des travaux de desserte pour faciliter la communication entre les chefs-lieux et l'arrière-pays. Les délais qui nous ont été communiqués, Kong sera prêt pour accueillir son fils. Le Thiologo est prêt à plus de 75% déjà. Et je peux dire que d'ici le 25 du mois, tout sera fin prêt. Sur la lenteur dans l'exécution de certains travaux, le président de l'Assemblée nationale, lui-même cadre du Thiologo, a attiré l'attention des cadres et autorités administratives de la région. Pour Guillaume Soro, tout doit être mis en œuvre pour le succès dans la première visite d'État du président de la République dans sa région d'origine. Question pour les populations de démontrer leur attachement aux idéaux défendus par leur fils. Certaines régions de la Côte d'Ivoire ont été désenclavées parce qu'il y a eu des visites d'État dans ces régions. Ce sera aussi l'occasion pour le président de la République de porter un message de réconciliation, un message de paix, de solidarité à l'endroit des populations. Guillaume Soro a également annoncé sa descente prochaine sur le terrain des préparatifs de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Thiologo. Sur place, le président de l'Assemblée nationale a fait don de 12 millions de francs CFA, 6 millions aux 3 points focaux et le reste au préfet des départements de Perkessédougou, Kong et Ouangolodougou. 16 femmes décorées par la grande chancelière. Elles ont été distinguées dans l'Ordre national du mérite ivoirien pour leur ardeur au travail. Les temps forts de cette cérémonie de distinction avec Herman Niamien. Certaines se sont distinguées dans leurs différents domaines d'activité. D'autres, par contre, ont pris sur elles de tenir le discours de la raison et de la modération pendant que dominaient les refrains de haine et d'intolérance. Elles, ce sont ces 16 artisanes du mérite qui ont été distinguées. Pour une d'entre elles, en l'occurrence Chantal Camara Nababa, officier dans l'ordre national, et pour les 15 autres, officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Je ressens une grande fierté, mais comme j'ai dit, au-delà de nos compétences, c'est déjà d'être reconnue par la nation en tant que femme. Femme, mère, professionnelle, et je pense que c'est la plus grande distinction qu'en tant que femme nous pouvons avoir. Ça ne peut qu'encourager la population à mieux faire, à faire tout ce qu'elle peut pour ce pays-là, pour le développement de ce pays. Et la décoration montre que vous avez quand même fait quelque chose pour ce pays et ça fait plaisir. La grande chancelière de Côte d'Ivoire, Ariel Dagri Diabaté, souligne que cette distinction est la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour les actions en faveur de la défense de la dignité humaine. Par ces cérémonies, nous voulons saluer les femmes de toutes les conditions qui, dans les bureaux comme dans les champs, sur les routes comme dans les ateliers, toutes les femmes qui prennent l'entière responsabilité humaine et qui repoussent la soumission, le manque d'ambition et travaillent pour l'émancipation féminine. En plus de celles qui ont été distinguées, 106 autres femmes déjà décorées ont reçu leur diplôme et de nombreux présents.
Célébrer les femmes du Denguélé, tel est l'objectif de la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans la région. La première dame a pu également s'enquérir des difficultés que traversent les femmes dans cette région. Le compte rendu de Jérôme Kofi Aboulé. C'est comme prévu que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est arrivée ce samedi 16 juin 2013 dans le Denguélé à l'occasion de la fête des mères spéciale ou fête des mères décalée. La première dame de Côte d'Ivoire, à la tête d'une importante délégation comprenant entre autres des membres du gouvernement, a salué après sa descente d'avion toutes les personnalités administratives, coutumières et civiles présentes à l'accueil. Un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport, comme au centre-ville et au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné, choisi pour abriter la cérémonie. Un stade plein comme un œuf avec cette foule venue de tous les horizons, tel le microcosme de la société ivoirienne, pour donner à cette cérémonie une dimension toute particulière, pour ne pas dire nationale. Dominique Ouattara ne s'est pas empêché d'y prendre un bain de foule, faisant le tour de tous les chapiteaux dressés pour la circonstance et des tribunes du stade. Au stade Mamadou Koulibaly, c'est d'abord les allocutions. Allocution pour exprimer la bienvenue, à commencer par celle de Madame le maire d'Odiéné, Nasseneba Touré, suivie de celle d'autres représentants qui se sont succédés pour saluer la première dame de Côte d'Ivoire et ses actions sans cesse menées envers les plus démunis ou les plus vulnérables, en l'occurrence les enfants et les femmes. À l'occasion de cette fête, en l'honneur des femmes de Côte d'Ivoire à travers celle d'Odiéné, la première dame de Côte d'Ivoire ne s'est pas rendue dans la capitale du Denguélé une fois de plus sans apporter de présents. Plusieurs dons ont été offerts, surtout du matériel agricole et sanitaire, des dons en vivres et non-vivres, en un mot, des dons en espèces et en nature évalués à plus de 171 millions de francs CFA. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, rien ne vaut le bonheur de se retrouver parmi les siens. Chers parents d'Odiéné, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve aujourd'hui pour partager ce moment de joie avec vous à l'occasion de la fête des mères. Cette visite d'aujourd'hui est un moment privilégié que j'attendais avec impatience. Je me sens véritablement chez moi, ici, à Odiéné. Vous savez, votre région est particulièrement chère à mon cœur. C'est en effet la terre d'origine de Hadja Nabitou Cissé, notre chère maman, que nous regrettons tant. C'était une femme exceptionnelle, dont j'étais très proche et qui a toujours soutenu son fils par ses bénédictions et ses conseils. Que son âme repose en paix. Allah Hinala. À chacune de mes visites, vous faites preuve d'une grande affection à mon égard et vous vous mobilisez tous pour m'offrir un séjour agréable. Cette fois encore, vous êtes venus de toute la région et la présence de chacun d'entre vous me fait chaud au cœur. La première dame de Côte d'Ivoire a par ailleurs remercié toutes les personnalités présentes ainsi que plusieurs cadres de la région pour avoir contribué de par leur présence à la réussite de cette fête. Une fête qui a permis à tout le monde de chanter et danser, y compris la première dame qui n'a pas manqué de faire un clin d'œil aux hommes célébrés ce dimanche. Une page éducation dans ce journal. La scolarisation des enfants était au centre du bilan des activités de la Caritas de San Pedro. C'était à l'occasion de la journée de lutte contre le travail des enfants. Le point avec Thérèse Tapé-Yoboué. Oui à la scolarisation, au repos et au jeu des enfants. Des sketchs exécutés par des enfants. Une manière de dire aux populations que la place des enfants est à l'école et non dans les plantations. La Caritas a si bien compris cette lutte qu'elle a initié des projets pour la scolarisation des enfants en direction des communautés dans la région de San Pedro. Ainsi, de 10% de taux de scolarisation avant l'engagement du projet Caritas contre le travail des enfants en 2006, ce taux est passé à plus de 40% en 2012. Des résultats probants et satisfaisants qui encouragent la Caritas dans son programme 2013 à couvrir encore 30 nouvelles communautés
dans la sous-préfecture de San Pedro, Gabiadji, Grand Bérébi et Dogbo. À l'occasion de la journée de lutte contre le travail des enfants à Kantondougou, à San Pedro, les autorités ont dépeint le tableau sombre de la maltraitance des enfants. Toutefois, ils ont souligné la nette régression de ce fléau grâce aux efforts consentis par l'État et aux actions de la Caritas dans le département de San Pedro. Améliorer les conditions d'études et de vie des malentendants, tel est le souci de l'école ivoirienne pour les sourds. Une conférence a été animée à cet effet sur le thème « Accès des personnes sourdes à l'éducation pour tous en Côte d'Ivoire ». Le point avec Beckett Aliko et Léon Brou. Au collège, je suis dans une classe avec des personnes valides, des personnes qui entendent. Et le professeur enseigne en parlant. Là-bas, il n'y a pas de signe. Et tout ce qu'il dit, je ne comprends rien. Je suis obligé de copier sur mon voisin. Souvent, quand on demande au voisin qui est là, on pense qu'on est en train de tricher. Et ça nous pose préjudice. Comme Michel, plusieurs sourds se débrouillent pour accéder aux cours. À l'origine, le manque d'équipement adapté à leur handicap. En Côte d'Ivoire, les enfants sourds suivent le même programme scolaire que les enfants dits normaux. À la seule différence qu'ici, nous dispensons les cours en langue des signes. Alors que nous avons une population spécifique qui n'a pas les mêmes aptitudes, encore moins les mêmes capacités que les enfants dits normaux. Améliorer leurs conditions d'études et de vie, c'est la préoccupation des handicapés. Au niveau primaire, on a besoin d'établissements scolaires pour les accueillir. On a besoin de matériel didactique pour les familles. On a besoin d'enseignants qualifiés et outillés pour les familles. Alors je souhaite qu'on mette des interprètes dans les collèges pour nous, afin qu'on puisse comprendre en même temps que nos amis valides. Les malentendants ont aussi droit à l'éducation et à la formation professionnelle. Leur garantir ce droit, c'est faire d'eux des contribuables à part entière au développement de la Côte d'Ivoire. Après la fête des mères célébrée il y a quelques semaines, aujourd'hui les pères sont à l'honneur. Malheureusement, c'est de façon timide que la fête des pères est toujours célébrée. Les femmes ont tout récupéré à leur profit, toutes les fêtes de l'année, Noël, Jour de l'An, Saint-Valentin, Journée internationale de la femme, fête des mères. Les hommes qui ne doivent se contenter que de la seule fête des pères constatent que leur jour de gloire est négligé, voire ignoré. Écoutons la complainte des pères avec Benson Pierraka. La ville est calme. Pas de tapage intempestif annonçant un événement exceptionnel. C'est la routine. À leur tour, par contre, un mois auparavant, on n'entendait parler que de ça. À la télé, à la radio, dans les journaux, dans les boutiques, etc. Ce dimanche, pourtant, c'est la fête des pères. Oui, nous les pères qui avons donné notre côte pour qu'elle soit créée. Nous les pères qui, par amour pour elle, sommes prêts à tout, y compris à désobéir à Dieu dans le jardin d'Éden. Nous les pères qui, gentiment, sans broncher, réglons toutes les factures de la maison et nous occupons de presque tout. Oui, nous les pères qui, on l'oublie souvent, faisons les enfants, ou qui tout au moins sommes à la base de leur conception. Oui, père, c'est de nous que je parle. Nous les oubliés, les critiqués. Nous les anges, qu'elle traite souvent de démons, de méchants. Ce dimanche, nous serons oubliés, comme d'habitude. Et si par chance nous recevions un cadeau, regardons bien. C'est notre argent qui aura servi à le payer. Mais ce n'est pas grave, papa. Notre cœur est tellement rempli d'amour pour elle que nous pardonnerons, encore une fois. Alors, entre nous-mêmes, d'une voix unie, disons-nous, à nous-mêmes, bonne fête, papa. Et qui sait, peut-être qu'avec ce reportage cette année, notre fête sera encore plus belle. Et malheureusement, cette année encore, les papas ont été oubliés. Comme les mamans, c'est l'occasion de combler les papas de mots gentils et de cadeaux. Le monde entier a célébré la journée mondiale du don de sang. Cette année, c'est la ville de San Pedro qui a abrité les festivités au plan national. Cette journée a été célébrée autour du thème « Don du sang, un cadeau pour sauver des vies ». Mamadou Kwasi.
Zalika Ada, 28 ans, mère de 2 enfants, est soldat de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ce sergent de l'armée nigérienne se souvient encore de la césarienne qui a failli lui coûter la vie. Et depuis, elle est devenue une promotrice du don de sang. C'est pour quelqu'un qui est dans les besoins. On ne sait jamais où ça peut servir. Ils sont nombreux, ces donneurs de sang, ces héros du silence qui chaque jour sauvent des vies. La Bible le dit, quand tu sauves une vie, c'est que tu sauves plus de milliers de personnes. Alors, je vais donner le sang pour sauver ces milliers de personnes. Mon sang peut sauver un frère ou une soeur, ou même un enfant. Il y a l'un de mes amis qui a perdu son fils à l'hôpital. Un temps, il avait besoin de sang. On a cherché du sang dans tous les coins. Il n'a pas eu de sang. Pour cela, je préfère donner mon sang pour sauver d'autres vies, pour ne pas que plus de personnes soient dans ce cas. L'action est encouragée par le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Il explique que le pari de la qualité du sang est gagné. Reste celui de l'autosuffisance en produits sanguins. Car à la vérité, s'il est communément établi que rien ne vaut la vie, il est donc clair que celui qui donne son sang pour secourir un malade anémié fait une largesse sans commune mesure à celui-ci. En clair, il lui fait un don de vie, un cadeau de vie. C'est d'ailleurs grâce à ces gestes de bonne volonté et profondément humanistes que nous continuons d'exercer sereinement et avec abnégation notre mission de service public. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire réaffirme la volonté de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement et surtout dans la lutte contre le sida. Au cours de la journée dédiée aux donneurs de sang, le secrétaire général de la préfecture de San Pedro, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, invite la population à se mobiliser afin de gagner le pari de l'autosuffisance en produits sanguins. Pour atteindre cet objectif, selon lui, il faut qu'1% de la population ivoirienne donne son sang au cours de l'année. Les populations à travers un défilé ont pris l'engagement de relever ce défi autour du thème « Don de sang, un cadeau pour sauver des vies ». Les meilleurs comités de donneurs ont été félicités. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a animé une conférence de presse. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale des enjeux de l'adoption d'un accord sur les traités et sur le commerce des armes. Eman Niamien. La Côte d'Ivoire, engagée dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Cet engagement, objet de cette conférence, est matérialisé par la signature du traité sur le commerce des armes, voté à l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril dernier, et la ratification de la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes. La Côte d'Ivoire, en y entrant, démontre sa volonté de se conformer aux dispositions de cette convention qui impose le rapport. Je dis d'abord que c'est un engagement juridique, donc assorti de sanctions, comme le prévoit l'article 79 du traité révisé. Et c'est bon pour la Côte d'Ivoire qui démontre sa volonté de s'afficher comme un pays, je dirais, en griffe civilisé. Ces traités et conventions ont pour objectif de pérenniser la lutte contre les armes légères et de petit calibre, de consolider les acquis du moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères et de son code de conduite, d'instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques. La question de la réconciliation préoccupe l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité. Elle a tenu une conférence de presse pour sensibiliser les fils et filles de la Côte d'Ivoire à vivre ensemble malgré leurs différences. Regardez. Renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les Ivoiriens de tous bords politiques, c'est le sens de la conférence de presse organisée par l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité. Le conférencier du jour appelle les Ivoiriens à la réconciliation malgré leurs différences. Nous sommes tous des Ivoiriens et il n'y a pas les verts contre les oranges. Nous sommes tous des oranges blancs verts parce que dans nos familles respectives, nous avons tous des membres issus d'ethnies différentes. Et c'est ce que nous devons réussir. Nous allons entamer la réconciliation et la réussir en sensibilisant les Ivoiriens. Auguste Denise Tano invite le Front populaire ivoirien à prendre sa place dans la reconstruction du pays. Nous demandons au FPI de rentrer dans le gouvernement en ayant une nouvelle ligne
quelle approche le président Bédié afin que celui-là puisse être un facilitateur. Parce que nous avons besoin aussi du FPI au gouvernement, nous avons besoin de toutes les forces vives. La place du FPI n'est pas en exil, elle est aux côtés des Ivoiriens. Et pour cela, nous comptons sur ce parti-là pour que ce parti-là nous montre qu'il sait faire des efforts pour le bien-être des Ivoiriens. Pour recréer un climat de confiance entre les Ivoiriens, l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité sillonne les communes d'Abidjan, notamment Abobo, Yopougon et Port-Boué, afin de faire comprendre aux autochtones et halogènes les bienfaits de l'hospitalité et du pardon pour une réconciliation véritable, gage de développement. Et puis hors de nos frontières, Hassan Rouhani, élu président en Iran, succès de la modération. Dans les rues de Téhéran, les Iraniens disent bye-bye à Ahmadinejad à l'annonce de la victoire du religieux modéré Hassan Rouhani à l'élection présidentielle iranienne. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues, crier leur joie et leur espoir de changement pour leur pays. D'autres faits marquants de l'actualité dans le monde, première destination, la Syrie. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a estimé vendredi que l'augmentation des livraisons d'armes en Syrie n'aiderait pas à résoudre la situation. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une enquête sur le terrain pour prouver l'utilisation d'armes chimiques. Le secrétaire général a une nouvelle fois appelé le gouvernement syrien à laisser opérer librement en Syrie l'équipe des experts de l'ONU. Il a également dénoncé l'implication du Hezbollah libanais dans le conflit aux côtés de l'armée syrienne. Voilà, place maintenant au Dimanche Magazine. En Côte d'Ivoire, les enfants subissent indifféremment plusieurs formes de violence. Il s'agit entre autres des mutilations génitales féminines, des mariages précoces et forcés, du cas des enfants handicapés, du phénomène dit d'enfants sorciers, l'utilisation de l'enfant à des fins de mendicité, des enfants victimes de traite et d'exploitation. Aujourd'hui, Journée mondiale de l'enfant africain, nous recevons Madame le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, pour parler de la situation de l'enfant ivoirien. Bonjour, Madame le ministre. Bonjour. Bonjour. Pourquoi une journée dédiée à l'enfant africain? Vous avez raison de poser ces questions, mais avant, Delphine, de répondre à votre question, permettez-moi de dire donc, à tous les hommes de Côte d'Ivoire, bonne fête papa, à tous ceux qui nous écoutent, et leur dire que les femmes de Côte d'Ivoire, en tout cas, Madame le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, est également solidaire donc, de la fête des pères et leur souhaite ce jour-là de connaître toute la joie nécessaire, n'est-ce pas, dans l'environnement familial. En tout cas, bonne fête papa. Bonne fête à tous les hommes de Côte d'Ivoire. Merci madame. Et pourquoi une journée dédiée à l'enfant africain? Mais vous avez raison Delphine de poser cette question. Vous savez, en 1976, à Soweto, en Afrique du Sud, des enfants qui, au cours d'une manifestation, avaient décidé donc d'attirer l'attention des gouvernants d'alors sur la nécessité, n'est-ce pas, de faire en sorte que la question de l'éducation porte aussi sur leur langue maternelle, n'est-ce pas? Et les enfants refusaient donc que ce soit uniquement la langue donc afrikaneuse, donc la langue du blanc, qui soit donc celle qui devait donc leur être imposée. Ils estimaient qu'il était tout à fait normal que leur langue locale également leur soit apprise donc à l'école. Et ces enfants ont organisé une manifestation qui malheureusement s'est très mal terminée. Il y a eu donc de nombreuses pertes en vie humaine et ce drame a choqué et heurté la conscience mondiale et la conscience des chefs d'État africains. C'est la raison pour laquelle donc en 1991, les chefs d'État africains ont estimé qu'il était indispensable, n'est-ce pas, au-delà de l'Afrique du Sud, vu également les conditions des enfants dans tous nos États africains, qu'il était tout à fait urgent, n'est-ce pas, qu'une journée soit dédiée à l'enfant africain et qu'au cours de cette journée, eh bien, des activités soient organisées à l'effet de sensibiliser la population et d'attirer leur attention sur le fait qu'ils doivent donc se mettre tous ensemble, la nécessité donc de reconsidérer notre regard sur l'enfant, d'améliorer les conditions de l'enfant, les conditions de vie de l'enfant, de protéger l'enfant et de respecter les droits de l'enfant. Voici donc
Delphine, les raisons pour lesquelles cette journée sera encore fêtée cette année en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, journée de l'enfant africain, le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement a décidé de faire la promotion des droits des enfants. Suivons cet élément de Francis Boifo. Intense moment de joie pour des milliers d'enfants venus des quartiers précaires et populaires du district d'Abidjan. Le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement MESAD est l'initiateur de ces activités socio-éducatives et sportives, marquant la commémoration de la journée de l'enfant africain en Côte d'Ivoire. Si les enfants se connaissent, il est bien évident que, quelles que soient les crises, ils ne s'affronteront pas. Si les enfants se connaissent, il est évident qu'ils vont travailler ensemble solidairement pour leur bien-être, solidairement pour leur protection. Thème des festivités du MESAD, ensemble contre les pratiques sociales et culturelles néfastes sur l'enfant. Les enfants, c'est un trésor. Il ne faut pas qu'on les chicote. Sinon, ils vont se blesser. Donc, je demande aux grands de les protéger pour toujours. Je demande aux grands de ne plus violer les petites filles. La journée de l'enfant africain a été instituée par l'Organisation de l'Unité africaine, l'actuelle Union africaine, en souvenir du massacre des enfants de Soweto à l'occasion d'une marche pour réclamer leurs droits en 1976 en Afrique du Sud. Les enfants sont des trésors, vous venez de l'entendre, Madame le ministre. Le thème de cette année est « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants ». Pourquoi ce thème? Oui, éliminer les pratiques néfastes affectant les enfants, notre responsabilité collective. Ce thème, justement, parce que il est important aujourd'hui que nous mettions un holà, n'est-ce pas, à nos pratiques qui mettent justement la vie et l'avenir de nos enfants en danger. Tout à l'heure, les messages de ces enfants ont été très forts. L'enfant est un trésor, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son statut, fille ou garçon, l'enfant doit être un trésor et cet enfant a besoin donc de cet encadrement, de cette affection, de la présence de l'adulte, n'est-ce pas, pour l'accompagner dans sa vie, afin de faire de lui, pour demain, un adulte averti. L'enfant, quel que soit son handicap, quelle que soit sa santé physique et morale, a besoin de la présence des adultes. En Côte d'Ivoire, vous savez, nous avons souvent des situations liées donc à l'état de l'enfant. Et des enfants sont souvent taxés d'être des enfants sorciers parce que l'enfant naît avec un handicap. Nous avons la situation des enfants autistes, des enfants mongoliens. Nous avons le cas des enfants qui naissent en présentant le siège, des enfants qui naissent donc par le bras, par l'un des bras, les enfants qui naissent quelquefois en 10e position dans une famille. Ces enfants donc, sont appelés enfants sorciers ou enfants de malheur. Vous avez quelquefois également des enfants qui naissent de jeunes filles qui, dans leur région d'origine, doivent nécessairement passer par un rituel avant de commencer donc à procréer. Et de tels enfants sont considérés comme étant des enfants de malheur. Et ces enfants n'avaient pas le droit de vivre. C'est la raison pour laquelle l'État, pour cette année, a considéré que les États d'Afrique, puisqu'il s'agit là de mise en œuvre de directives, donc des chefs d'État de l'Union africaine, qui ont décidé qu'il fallait se mobiliser, attirer l'attention de tous sur notre responsabilité collective dans le devenir de ces enfants, notamment dans le cadre de ces pratiques néfastes. D'accord. Mais nous allons parler d'un autre phénomène, la traite et le travail des enfants. En témoigne ce reportage de RTI Boaké. La traite des enfants et la pire forme de travail des enfants se font de plus en plus rares en Côte d'Ivoire. Les lois arrêtées et la création du Conseil national de surveillance portent fruit dans l'éradication totale de ce fléau dans notre pays. De nombreuses ONG, à travers des séminaires, des séances de sensibilisation, de formation et d'information, ont contribué à la compréhension des populations des dangers liés à ce phénomène. Pour accentuer cette sensibilisation sur le terrain, l'ONG Réseau Ivoirien des communicateurs amis des enfants RICAE veut mettre à contribution les hommes des médias. Les radios de proximité
les correspondants de presse sont au cœur des réalités des populations. Et c'est ceux-là qui peuvent porter le message de la lutte contre le travail des enfants. Ils recevront les rudiments concernant les droits des enfants et de façon simple, ils pourront les traduire aux différentes populations qui, elles, maintenant, pourront changer de mentalité et changer de comportement. Ce séminaire de formation va renforcer les capacités de 150 journalistes sur les effets néfastes du travail des enfants pour une forte implication de ceux-ci dans l'éradication du fléau par la sensibilisation des populations. Durant 48 heures, ils ont été formés sur les instruments juridiques nationaux et internationaux protecteurs des enfants sur la question. Selon l'Organisation internationale du travail, en 2004, plus de 218 millions d'enfants étaient exploités à des fins agricoles, industrielles, commerciales et domestiques. Les hommes des médias mis à contribution, Madame le ministre, l'exploitation des enfants est donc une réalité en Côte d'Ivoire. Oui, Delphine, l'exploitation des enfants, malheureusement, est une réalité en Côte d'Ivoire, mais je voudrais très rapidement rassurer l'opinion et dire que nous avons cette chance inouïe que Madame la Première Dame elle-même se soit effectivement engagée dans la lutte contre le travail des enfants, notamment dans la cacao-culture. Vous avez vu Madame la Première Dame aujourd'hui à la tête donc du Comité national de surveillance pour faire en sorte que justement ces enfants que nous retrouvions de façon anormale et irrégulière donc dans des exploitations agricoles, dans le cas de l'orpaillage par exemple, est-ce que ces enfants se retrouvent tout naturellement en train d'apprendre à l'école, n'est-ce pas, pour un meilleur devenir. Ces enfants ont droit à l'éducation. Alors, comment comprendre que des responsables aient recours au travail de ces enfants? Sur quelle base ces enfants sont-ils rémunérés alors qu'il leur revient tout à fait, de façon normale, comme tous les enfants du monde, d'aller à l'école, d'apprendre et d'être demain à même donc d'assumer la relève, n'est-ce pas, des différents pays d'Afrique et notamment de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous rassurer et dire que l'État a pris à bras le corps cette question, notamment en tout cas en ce qui concerne la cacao-culture, avec l'implication de Madame la Première Dame, avec la mise en place d'un comité interministériel qui travaille justement avec tous ces partenaires-là pour faire en sorte que désormais, dans le cadre de ce genre d'activité, nous ne trouvions plus donc ces enfants exploités, ces enfants maltraités, parce que un enfant qui est exploité donc de cette manière, c'est forcément signe de maltraitance. Et c'est aussi la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Un enfant donc qui se retrouve en pleine forêt avec des adultes. Tout à l'heure, la jeune fille, la petite fille, donc dans son intervention, a dénoncé cela en disant aux adultes et aux hommes d'arrêter donc ces violences sur ces petites filles. Il y a aujourd'hui des petites filles de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 12 ans, n'est-ce pas, qui subissent des viols d'adultes. Et ceci, n'est-ce pas, doit être combattu. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais rassurer les Ivoiriens et dire que la question de la traite des enfants est également au cœur du programme du gouvernement. Nous avons également dans ce cadre-là la question des filles, donc du travail domestique de l'enfant, des filles qui sont abusivement utilisées dans des maquis, dans des restaurants, etc. Des filles qui sont en âge d'apprendre, d'aller à l'école et qui malheureusement travaillent donc dans des conditions humiliantes quelquefois, dans des conditions de maltraitance que nous ne saurions accepter. Madame le ministre, il y a des normes à respecter concernant le travail des enfants. Thérèse Yoboué nous en dit plus dans ce reportage. Ici en 4e, ici, je donne beaucoup facilement. 16 ans, nous avons perdu notre papa. Bon, mais nous nous arrangeons pour s'occuper de notre plantation pour pouvoir aller à l'école. Effectivement, il n'est pas interdit que l'enfant travaille pour sa socialisation. L'enfant de 5 à 18 ans peut arroser, désherber les pépinières. Par contre, il y a des travaux à bannir chez les enfants. Par exemple, porter des charges lourdes, abattre des arbres, brûler les champs, manipuler les produits agropharmaceutiques. Des travaux avilissants, dangereux. Ces sujets étaient au centre d'une formation initiée par l'ANADER en partenariat avec la société Cargill à l'intention des chefs de zone ANADER. Il était bon que nous puissions avoir cette formation pour que nous puissions sensibiliser nos parents pour que ceux-ci puissent utiliser
Les enfants dans la production cacaoyère, il faut les utiliser dans des conditions normales. Au total, 36 agents des zones ANADER ont suivi cette formation. Il s'agit en fait d'amener le paysan à comprendre qu'il y a des normes qu'il faut respecter pour utiliser les enfants dans les plantations. Madame le ministre, le travail des enfants doit respecter des normes. Votre réaction? Je suis très heureuse que la RTI contribue donc à la sensibilisation des populations. Et cet élément mérite, à mon avis, d'être diffusé. C'est vrai que, de façon naturelle, le travail est d'abord éducatif. Donc, un parent qui exerce une activité agricole doit pouvoir, n'est-ce pas, partager ses connaissances avec son enfant, mais à quelles conditions? Un enfant de 3 ans ou un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans n'assumera pas les mêmes responsabilités ou le même apprentissage qu'un enfant de 18 ans. Eh bien, il faut justement tenir compte donc, de l'âge de l'enfant, de la charge et de la responsabilité du travail à lui confier. Mais en tout état de cause, en ma qualité donc, de membre du gouvernement, je reviens pour dire que pour le gouvernement, l'enfant doit d'abord aller à l'école. C'est vraiment la condition et c'est ce qui justement justifie la construction et les efforts consentis par le gouvernement pour construire des écoles et augmenter le nombre de classes, donc notamment en milieu rural. Tout cela pour donner la chance à nos enfants d'aller à l'école, d'apprendre, donc dans l'intérêt de leur famille, n'est-ce pas? Et il est donc important que l'enfant, dans le cadre, par exemple, d'une activité agricole exercée par les parents, aille d'abord à l'école et accompagne les parents ensuite, certainement, quand il n'y a pas classe, les mercredis, le samedi, l'enfant peut accompagner ses parents. Et naturellement, vous l'avez très bien décrit dans votre élément, on n'autorisera pas l'enfant à porter un certain nombre de charges, etc. On ne lui donnera pas une machette, n'est-ce pas, à 4 ans ou à 5 ans, n'est-ce pas, pour exercer certaines activités. Mais il y a également, je voulais aborder cette question, la question de l'orpaillage.